Alors, donc, ce serait maintenant le point sur le représentant du gouvernement fédéral. Alors, je remercie M. Jacques Gourde d'avoir accepté l'invitation, de venir nous parler, de venir nous dresser un peu le portrait des positions du gouvernement fédéral sur certains enjeux du secteur agricole du Québec, mais notamment du Canada, étant donné que l'agriculture est de juridiction provinciale dans notre pays, mais tout ce qui s'appelle commerce interprovincial et qui concerne l'agriculture devient de juridiction fédérale. Alors, on a un grand pays avec des défis très différents d'un océan à l'autre et on a à travailler avec des programmes communs. Et donc, on est aussi à la veille comme M. Bonnette le disait dans son message, à une révision de mi-parcours de Cultivons l'avenir 2. Donc, on a commencé à faire des réflexions sur ce sujet-là. Alors, M. Gourde est avec nous aujourd'hui pour nous entretenir, peut-être pas exactement des points que j'ai mentionnés, mais de cette situation-là. Je vous demanderai aussi d'être un peu indulgent parce que M. Gourde remplace M. Bernier, qui est le ministre d'État à l'Agriculture. Donc, ce n'est pas ses dossiers principaux, les dossiers de l'agriculture. Alors, je le remercie quand même de se prêter à cette intervention-là, cet exercice-là, qui n'est pas simple dans les conditions. Donc, je vous demande également d'avoir un peu d'indulgence, car ce n'est pas nécessairement facile pour lui ce matin de se lancer dans le milieu agricole, alors qu'il occupe des fonctions de secrétaire parlementaire du premier ministre pour les langues officielles et pour l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Alors, voilà ses fonctions officielles. M. Gourde est aussi producteur agricole, élevé sur une ferme laitière à Saint-Narcisse de Beau-Rivage. Il a pris possession de la ferme paternelle en 1985 et il s'est éventuellement spécialisé dans la production de foin. Alors, sans plus tarder, M. Gourde, je vous invite à livrer votre message, puis il y aura quelques questions après. Merci. Bonjour. J'aimerais saluer M. Marcel Groslot, président de l'Union des producteurs agricoles, M. Pierre Lemieux, premier vice-président, M. Martin Garon, deuxième vice-président, les présidents et les délégués des fédérations de l'Union des producteurs agricoles, membres de l'Assemblée du Congrès général, chers amis, producteurs et productrices, mesdames et messieurs. Je suis vraiment très honoré de prendre la parole aujourd'hui ici. Au nom du ministre Witz et du ministre Bernier, j'ai déjà participé à ce genre d'événement. J'étais assis de votre côté, donc c'est la première fois que je suis assis de ce côté-ci pour le gouvernement. On est ici à l'occasion de votre 90e Congrès général de l'Union des producteurs agricoles. Je vous félicite pour cet événement. C'est quelque chose, 90 ans. À l'occasion de cet anniversaire, vous innovez avec une nouvelle signature. Pouvoir nourrir, pouvoir grandir. Vous innovez également avec un premier congrès général de réflexion au cours duquel vous avez discuté d'enjeux d'importance pour l'avenir du secteur agricole. Puis je suis certain que vous avez parlé d'accaparement des terres. Ce sont là des initiatives à marquer d'une pierre à blanche, car elles se font l'écho des défis de demain. L'agriculture et les technologies ont grandement changé au fil des 9 décennies. Ce qui n'a pas changé toutefois, c'est la voix de l'Union des producteurs agricoles. La voix toujours aussi forte des agriculteurs qu'elle rassemble et sa mission toujours aussi profondément enracinée de les défendre. Ces 90 années d'existence, les producteurs et les productrices agricoles les ont traversées en s'adaptant pour répondre aux attentes et aux besoins d'une société en constante évolution. Je tiens à vous dire qu'être agriculteur est le meilleur et le plus noble des métiers à mes yeux. Il est noble de dédier sa vie à nourrir les siens et sa communauté. Puis même, je peux vous dire que dans mon métier, revenir à ma terre, ça me permet de me calmer et d'avoir une certaine sérénité. Produire la nourriture qui fait vivre nos familles, nos voisins, nos concitoyens est la base de tout. Les Québécois le savent et l'apprécient.
Sans l'alimentation, où serait notre santé, notre bien-être individuel, notre développement social et notre prospérité collective? Les Québécois en sont conscients, et ça, de plus en plus. Au week-end dernier, j'étais chanceux. J'ai fait une visite avec le premier ministre du Canada, Stephen Harper, avec le ministre du Développement international et de la francophonie, l'honorable Christian Paradis, au sommet de la francophonie qui s'est tenu à Dakar, au Sénégal. J'ai pensé à vous, membres de l'UPA, et vous allez comprendre pourquoi. Visite à laquelle votre union a été bien représentée, en la personne de M. André Beaudoin. Il a été beaucoup question de solidarité, d'opportunités pour créer des partenariats novateurs. L'éradication de la pauvreté passe par le fait que les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les fondations doivent travailler ensemble. Chacune des parties ne peut y arriver seule. Le gouvernement du Canada reconnaît et salue l'implication de l'UPRD dans le développement international. Aussi, c'est avec enthousiasme qu'il explore les opportunités qui se pointent pour favoriser l'établissement de tels partenariats dans l'avenir. L'Union des producteurs agricoles a une très bonne réputation internationale et un partenaire de développement avec qui le gouvernement du Canada travaille depuis de nombreuses années. Nous souhaitons donc, par le fait même, que cela puisse continuer. Je tiens à vous dire, avec l'élection de la première fois d'une Canadienne comme secrétaire générale de la francophonie, notre fibre francophone va réagir à la grandeur de l'ensemble des 80 pays francophones. Et nous étions tous très fiers, ceux qui étaient présents, les Canadiens. Puis c'est une grande fierté pour l'ensemble des Canadiens, parce que faire le développement international, la francophonie dans ces pays-là, c'est le lien qui nous unit. Selon le rapport rendu public par votre Union le mois dernier, la production agricole et la transformation agroalimentaire ont généré plus de 17 milliards du PIB du Québec en 2013. Ça, c'est pas rien, ça. Une croissance de 20 % depuis 2007. Ça, c'est vraiment très remarquable. Tout aussi, la hausse de 15 % des emplois en 6 ans sont passés de 175 000 à près de 200 000 dans cet intervalle. Autrement dit, vous êtes performants, vous livrez la marchandise et vous êtes efficace. L'industrie agricole et agroalimentaire québécoise est dynamique, novatrice et en effervescence. De plus en plus, les consommateurs dans le monde se tournent vers le Québec et le Canada pour des aliments de grande qualité qui mettent en valeur la richesse de notre patrimoine culinaire. En 10 ans, les exportations agroalimentaires du Québec ont augmenté de 80 %. C'est une belle reconnaissance et c'est aussi un exploit. L'année dernière, pour la première fois de son histoire, elle a atteint 6 milliards de dollars. Cette année, elle marque une avance de 13 % sur cette performance record. Notre gouvernement y a contribué avec son programme commercial éprouvé. Depuis 2009, il a négocié des ententes de libre-échange avec pas moins de 38 pays. À ce jour, le Canada a signé des ententes commerciales avec des partenaires dont l'ensemble représente près de la moitié des marchés mondiaux de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Lorsque la totalité des négociations en cours aura abouti, le Canada aura accès à près des 2/3 du marché mondial pour vendre ses produits agricoles, le seul pays au monde. Cela comprend nos ententes aussi avec l'Union européenne et la Corée du Sud. Hier, le ministre du Commerce international, l'honorable Ed Fass, a annoncé que la loi sur la croissance économique et la prospérité Canada-Corée a reçu la sanction royale. Cette annonce coïncide avec l'adoption de la loi de ratification de l'accord par l'Assemblée nationale de la Corée du Sud hier aussi, ce qui conclut le processus de ratification. Cette étape franchie, le Canada et la Corée du Sud sont sur la bonne voie pour mettre en vigueur l'accord au 1er janvier 2015. L'entrée en vigueur de cette entente de libre-échange va placer notre industrie sur un pied d'égalité avec nos concurrents, en éliminant la vaste majorité des droits de douane sur les produits agricoles. Je vais vous donner quelques exemples. Les droits de douane qui pouvaient atteindre 25 % pour la viande de porc seront réduits à 0. Ces mêmes droits allant jusqu'à 72 % pour le bœuf seront également réduits à 0. De même pour le sirop d'érable, dont le taux est de 8 %. La très
dynamique industrie du soya, de qualité alimentaire à identité préservée, une appellation canadienne dont la réputation s'est taillée une place enviable dans le monde, y trouvera aussi son compte. Le Canada profitera d'un accès libre de droit pour tout volume à partir de 17 000 tonnes. Nous nous verrons aussi ouvrir la porte des marchés importants grâce à l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Cet accord historique permettra aux entreprises canadiennes d'avoir un accès privilégié à ce marché de 500 millions de consommateurs, le plus lucratif au monde. Lorsque l'accord sera pleinement en vigueur, ce sera plus de 95 % des droits imposés par l'Union européenne sur les produits agricoles canadiens qui seront éliminés. Entre autres, les producteurs de porc canadiens y gagneront un marché additionnel de plus de 80 000 tonnes, une valeur qu'ils estiment à 400 millions de dollars, soit un gain environ de 20 $ par animal. Cela aidera à stabiliser le marché qui a connu trop d'années difficiles. Le même privilège sera accordé à nos producteurs de bœuf qui estiment leur nouvelle vente à 600 millions de dollars par année à la suite de l'accord. C'est aussi une bonne nouvelle pour les acériculteurs du Québec, qui verront l'abolition complète du tarif douanier imposé jusqu'aux produits de l'érable qui s'élève jusqu'à 8 % à l'heure actuelle. Ce privilège n'est pas réservé qu'à nos acériculteurs. D'autres produits vont aussi bénéficier de l'exemption tarifaire. Le blé, dont les droits peuvent s'élever jusqu'à 122 $ la tonne. Nos bleuets congelés, dont le tarif actuel est de 14 %. Les fruits et légumes transformés, y compris les canneberges, dont le taux est de 17 %. La liste est trop longue pour les énumérer tous, mais il est clair que le secteur agricole et agroalimentaire va grandement bénéficier de cette entente. En d'autres mots, cet accord commercial d'envergure sera un incontournable pour assurer la croissance du secteur agricole et du Canada. Avec l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, dont la fête des négociations est annoncée le 26 septembre dernier, le système canadien de la gestion de l'offre restera fort. Les 3 piliers de la gestion de l'offre, la gestion de la production, le contrôle des importations et la réglementation des prix, restent en place. Les faits sont là. La gestion de l'offre n'a pas empêché le Canada de signer des accords de libre-échange avec quelques 38 pays. Notre gouvernement a toujours défendu le système de la gestion de l'offre et il continuera de le faire dans ses négociations futures. En ce qui concerne l'atténuation des répercussions que pourrait avoir la hausse des importations de fromage européen, le premier ministre a publiquement annoncé que le gouvernement fédéral surveillera les effets de la mise en œuvre de l'accord. Il offrira au besoin une compensation. Le ministre d'État de l'Agriculture et moi-même avons tenu le 12 novembre dernier une table ronde de consultation avec l'industrie à ce sujet. Les associations provinciales de producteurs et de transformateurs laitiers, y compris les producteurs laitiers, les artisans fromagers, les gouvernements provinciaux, les importateurs de fromage et tous les autres acteurs en aval ont été rencontrés. Notre message était le même que celui que je vous adresse aujourd'hui. Notre gouvernement est résolu à maintenir le système canadien de la gestion de l'offre fort et profitable. Ceci, ce n'est pas négociable. Le gouvernement a l'intention de tenir parole envers ceux qui seraient affectés par l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Notre objectif est de mettre au point une approche qui atténuera l'impact potentiel de façon efficace et de nous assurer que nous exerçons une surveillance tout aussi efficace à cet égard quand l'accord sera en vigueur. Au cours des 8 dernières années, notre suivi de la gestion de l'offre s'est exprimé en actes, pas seulement en vaines paroles. Nous avons pris des mesures pour protéger l'intégrité de la gestion de l'offre et reconnaissant pleinement l'importance du contrôle des importations. Par exemple, le Canada a amendé son tarif des douanes en réponse aux inquiétudes des producteurs laitiers canadiens sur les importations de fromage sous forme de garniture à pizza. Nous avons clarifié les règles. Désormais, cette catégorie de produits, le fromage, sera soumis aux tarifs sur les fromages. Du fromage, c'est du fromage, ce n'est pas de la pizza. Nous avons harmonisé le règlement sur les aliments, les drogues et les règlements sur les produits laitiers et précisé la quantité minimale de protéines provenant du lait devant être utilisée dans la transformation fromagère. Nous demeurons prêts à recourir à la mesure de sauvegarde spéciale de l'OMC pour l'agriculture si la situation l'exige. Pour stimuler l'innovation laitière, nous avons investi 12 millions de dollars, près du double de notre investissement initial, dans la grappe de recherche sur les produits laitiers.
Tel que je le mentionnais plus tôt, le mois dernier, mon collègue, le ministre Bernier, a convoqué 2 tables rondes, dont une à laquelle j'ai participé avec l'industrie laitière québécoise, y compris les producteurs, les fromagers et notre industrie dynamique de la génétique laitière. Le message était simple. Notre gouvernement est résolu à maintenir le système canadien de la gestion de l'offre fort et profitable. L'innovation sera essentielle pour le succès de notre industrie. Lorsqu'il s'agit d'agriculture ici au Québec, le gouvernement a un programme dynamique en matière de commerce et d'innovation. Dans le cadre de l'accord Cultivons l'avenir 2, conclu entre le Canada et le Québec, nous investissons 293 millions de dollars dans la province pour établir un secteur agricole et agroalimentaire compétitif, rentable et novateur. On parle ici d'une hausse de 50 % par rapport à l'entente précédente, soit environ 20 millions de dollars de plus par année au Québec pour cette période. Les programmes de Cultivons l'avenir 2 sont flexibles et proactifs. Elles fournissent aux agriculteurs et aux transformateurs agroalimentaires du Québec les outils dont ils ont besoin pour affronter la concurrence et pour conquérir de nouveaux marchés. Nous investissons aussi en innovation, notamment par le financement des grappes agroscientifiques dirigées par l'industrie qui portent sur plusieurs thèmes prioritaires pour le secteur. Nous pouvons également compter sur notre important réseau de recherche comptant 19 centres à travers le Canada, dont 4 sont situés au Québec, où nos scientifiques travaillent sur des projets qui profitent aux agriculteurs, à l'industrie et à toute la population québécoise et canadienne. En conclusion, lorsque nous regardons en avant, l'avenir nous sourit. Dans les années à venir, les opportunités ne manqueront pas sur les marchés internationaux. La population mondiale, qui ne cesse de croître, aura besoin de 60 % de plus de nourriture pour alimenter la prochaine génération. Une nourriture qui proviendra d'entreprises de calibre mondial présentes partout au Québec. Nous croyons que les agriculteurs auront à produire plus d'aliments au cours des 50 prochaines années que l'histoire ait connues. Ce sera tout un défi. J'invite l'industrie agricole québécoise à saisir les nouvelles occasions qui s'offrent à elle dans le foisson des marchés qui sont de plus en plus jamais en quête d'aliments, santé et nourrissants. Le gouvernement continuera à donner aux entreprises le moyen d'agir, d'élargir leur accès et de nouveaux marchés et de créer la prospérité. Les ministres Ritz, le ministre Bernier et le ministre Paradis continueront à travailler avec votre industrie pour qu'elle puisse déployer son plein potentiel. Merci pour votre travail remarquable au cours des dernières années. Et j'aurai toujours une oreille attentive pour vous aider. Bonne fin de congrès. Merci de votre attention. Merci, Jean. On va prendre quelques questions. Alors, je sais qu'il y avait des gens qui avaient quelques questions qui souhaitaient poser, mais comme je vous le dis, peut-être que Jacques n'aura pas toute la connaissance là, précise dans chacun des dossiers. Micro numéro 3. Bonjour, M. Gourde. Stéphanie Levasseur, producteur de pommes dans Brome-Missisquoi, ici. Pour reprendre un peu ce que vous avez dit, là, vous avez parlé que c'était noble d'être producteur et de nourrir la population. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que je trouve moins noble, c'est d'être pris pour laisser pourrir la nourriture dans le champ. C'est ce qui nous est arrivé cet été avec les modifications qui ont été apportées par le Canada à l'ambassade du Guatemala et le fait que les travailleurs étrangers qui nous viennent de ce pays-là sont arrivés avec des documents manquants. Ils sont arrivés en retard. Il y en a qui ne sont pas venus. Et les transferts pour passer d'une première ferme où ils sont employés à une deuxième pour finir leur temps de travail ici ont été retardés ou annulés et ça a fait en sorte qu'on a eu des pertes de l'ordre de près de 50 millions de dollars. C'est pas rien. Et c'est surtout inacceptable que des actions prises par notre gouvernement fassent en sorte qu'on gaspille autant de nourriture. Ce qu'on demande, en fait, c'est que le Bureau des visas au Guatemala revienne à la situation de 2013. Donc, les travailleurs étrangers qui viennent de ces pays-là ou des pays voisins qui sont gérés par le même bureau arrivent ici avec tous les visas et permis dont ils ont besoin pour faire le séjour en entier.
d'adapter la procédure à la réalité agricole pour que s'il y a un besoin de transférer un travailleur en cours de saison parce qu'il y a eu une avarie ou il faut qu'on l'envoie sur une autre ferme, que la procédure soit réduite au temps minimum et facilitée et qu'il n'y ait pas de limite de 48 mois de présence cumulée sur le sol canadien pour ces travailleurs-là, parce qu'à partir de 2015, on va se ramasser avec un problème de manque de main-d'œuvre, parce que la réglementation qui fait en sorte qu'ils ont un total de 48 mois à passer ici va commencer à s'appliquer l'été prochain. Donc, on va manquer de travailleurs en partant la saison l'an prochain. Merci pour votre question. Vos demandes sont tout à fait raisonnables et légitimes. Légitimes, parce que ça a été vraiment un réel problème cette année. Je peux vous dire que moi, personnellement, mon petit beau-frère a vécu ce problème-là, puis j'en ai entendu parler, puis je vais avoir des fêtes difficiles à passer. Puis j'aimerais garder mon petit beau-frère comme un bon beau-frère. Donc, je vais vous assurer que les 2 ministres en question vont travailler sur ce dossier. Je peux vous dire qu'au niveau administratif, ça a été un cauchemar. Il s'est perdu des coups de pied cette année dans certaines administrations. On espère et on va régler ce problème-là. C'est inadmissible. De la semence jusqu'à la récolte, quand on a besoin de notre monde pour travailler, il faut les avoir en temps opportun. On ne peut pas arriver 3 semaines en retard pour les semences, puis il ne peut pas partir 2 semaines avant la récolte. Vous avez entièrement raison. Micro numéro 2. Oui, 2, s'il vous plaît. Oui, bonjour, M. Gourde. Oui, bien, je commence pour vous remercier pour la rencontre du 12 novembre que M. Bernier, vous et Mme Ruth, vous aviez invité Mme Ruth-Hélène Brosseau. Ça a été une rencontre très intéressante. Mais dans votre présentation, puis je ne veux pas faire le gérant d'estrade, je n'étais pas là aux négociations, il y a eu des gains pour certaines productions, puis il y a eu des pertes. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand on parle de autant la production de porc que la production de bœuf, on parle de gains. Quand on parle de ce qu'on a consenti pour les fromages, là, on met un « si » en avant. S'il y a des pertes, le gouvernement fédéral va compenser. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi il y a un « si » en avant, parce qu'on a consenti 17 000 tonnes, et comment que cette 17 000 tonnes pourrait devenir une non-perte. Autrement dit, comment on peut consentir 17 000 tonnes et avoir un doute sur les compensations que les producteurs pourraient recevoir, parce que à la fin de la journée, les producteurs et les transformateurs pourraient toujours le produire. Pourquoi que le gouvernement met un « si » dans sa promesse qu'il nous fait, là? S'il y a des pertes, comment on va évaluer ça, qu'il n'y a pas de pertes? Puis en passant, en terminant, pour la rencontre qu'on a eue le 12 novembre, s'il y a un consensus qui s'est fait autour de la table, c'est sur les normes. Donc, oui, il va rentrer 17 000 tonnes. On espère que ces fromages-là vont respecter les mêmes normes que les normes canadiennes. Puis j'ai été enchanté de voir M. Bernier être tout à fait d'accord avec ça. Mais j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi on a un doute sur les pertes que les producteurs vont subir suite à l'entrée de ces 17 000 tonnes-là. Merci, M. Letendre. Je vous remercie d'avoir participé à la table ronde. On avait besoin de votre point de vue et le point de vue des autres intervenants aussi, fromagers. Les 17 000 tonnes, c'est sûr, c'est un très grand défi pour l'ensemble des producteurs, pour l'ensemble des fromagers. Nous, notre stratégie, on aimerait apporter un support à l'industrie, parce que c'est sûr qu'il rentre 17 000 tonnes, mais on a le droit aussi de rentrer du fromage en Europe. Le défi de taille. Mais pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'aller en Europe, leur fromage puis le nôtre il est très bon aussi. On va mettre en place, au point de vue monétaire, pour aider les fromagers à acquérir certains de ces marchés. C'est sûr, à la fin, il y aura une addition et soustraction. Et on s'est bien dit, advenant et avec des pertes, nous allons compenser ceux qui vont être les plus touchés. Et là-dessus, ce qu'on a peur, c'est les petits artisans fromagers qui risquent d'être les plus touchés. Puis on va travailler en étroite collaboration avec eux
pour les sauver, les garder, puis on espère même prospérer, parce qu'on ne veut pas briser cette expertise qui est ici au Canada, parce que si on la perd, ça peut prendre d'énormes années, ou peut-être elle ne reviendra jamais. Donc, nos fromagers, avec des fromages de grande qualité, de calibre mondial, ils gagnent des prix partout dans le monde, on va essayer de les mettre en évidence. C'est un défi qu'on a tout à faire ensemble, puis comme on vous l'a dit, advenant des pertes, on va les compenser. Micro numéro 3. Bonjour, M. Gourde, Mario Théberge, Lac-Saint-Jean. Normandin, plus précisément. Pour votre information, à Normandin, on a une firme de recherche qui appartient à votre gouvernement. Et vous avez fait, dans votre discours, vous avez dit que la recherche, c'est encore important pour, en tout cas, pour le gouvernement actuel. Sauf que les signaux qu'on a chez nous, ils ne vont pas dans ce sens-là. On avait un directeur de notre centre qui a pris sa retraite, il n'a pas été remplacé. C'est rendu, les décisions viennent de... En tout cas, quand il n'a pas été remplacé, ça venait de Sainte-Foy. Puis, dans la dernière année, on a appris que ça venait plus de Sainte-Foy, ça venait de Saint-Hyacinthe, qui dirigeait Sainte-Foy, qui dirige Normandin. Regarde, les moyens de communication s'améliorent de mieux en mieux à toutes les années. Mais ce que je sens, ce que j'entends de mes chercheurs, de mes employés qui sont mis à la retraite, qui ne sont plus remplacés, c'est juste des emplois saisonniers qu'on met à disposition. Ça nous met dans le doute que les signaux qu'on a venant de Saint-Hyacinthe, en tout cas du bureau chef à quelque part, là, sont de plus en plus faibles. J'ai 2 questions. La première est facile pour vous, là. Je vais vous donner une chance. Est-ce que la recherche est encore importante pour notre gouvernement actuel? Et la deuxième, de quelle façon avez-vous l'intention de nous le démontrer pour le temps qui vous reste? La première, c'est facile. Comme vous avez dit, c'est sûr que la recherche est importante pour nous. Le gouvernement du Canada, Agriculture agroalimentaire Canada demeure l'organisme qui investit le plus d'argent en recherche sur l'agriculture, l'agroalimentaire à la grandeur du Canada, en collaboration avec les provinces, en collaboration avec l'industrie privée, mais c'est près de 750 millions de dollars par année pour 5 ans. Donc, c'est majeur là-dessus. Pour ce qui est pour notre gouvernement, le temps qui nous reste, on va travailler pour rester le plus longtemps possible parce qu'on a mis en avant la prospérité de notre pays. Puis nous, de notre côté au fédéral, l'ère des coupures est passée. Notre travail est fait. Donc, on peut rester optimiste pour l'avenir. On va réouvrir, on va réétudier Cultivons l'avenir 2 pour préparer Cultivons l'avenir 3. Et je suis persuadé que dans l'avenir, les priorités des producteurs au niveau de l'agroalimentaire pour les marchés qui portent à une grande prospérité et où est-ce qu'on peut avoir des gains significatifs. Puis ça peut être des produits de niche aussi, là, qui peuvent se développer jusqu'à 50, 60, 80 % dans l'espace à tous les 5 ans. On va y porter une attention toute particulière. L'avenir de notre agriculture est belle, mais par contre, faut toujours travailler fort. Jamais, jamais. On connaît trop ça, l'agriculture. Vous savez, vous êtes des gars terre à terre. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais il faut toujours investir pour être les meilleurs, pour avoir les meilleurs produits. Puis je peux vous assurer, quand on se promène un peu dans le monde, on en a des bons produits parce qu'il y a des places où on ne mange pas grand-chose dans l'assiette. Merci. Micro numéro 2. Oui, bonjour. Mon nom est Marcel Papin. Je suis président de la Fédération de l'UPA de la Nodière. Cette année, en 2014, dans la Nodière, on a eu à combattre un projet aéroportuaire qu'on a comparé avec Mirabel. Vous savez, Mirabel, comment ça a été une catastrophe pour le territoire agricole, mais on était en train de le vivre à plus petite échelle à Mascouche. Ceci étant dit, il y a une législation actuelle dont les origines remontent à 1867. Ça fait tout près de 150 ans. Qui fait en sorte que tout projet d'implantation d'aéroport en zone agricole n'est pas soumis à nos lois provinciales telles la loi sur la protection du territoire agricole, communément appelée la CPTOQ, qui est en force chez nous depuis 1978.
Ma question, votre gouvernement va-t-il poser des gestes nécessaires pour colmater cette brèche inadmissible en 2014, surtout dans une province comme le Québec, qu'on s'est donné des outils pour protéger notre territoire agricole? Comme vous l'avez mentionné, depuis 1867, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus les mêmes défis que dans ce temps-là. Je vais prendre le temps d'en parler au ministre des Transports. Vous me laisserez votre document ou certains de votre réunion vont nous apporter les recommandations. Puis ça vaut la peine de l'étudier parce que toute loi, tout règlement doit être évolutif dans le temps où ce qu'on est rendu. Là, on est dans le 21e siècle. Donc, ça vaut la peine de En passant, votre ministre est au courant. Merci. Micro numéro 1. Bonjour, M. Gourde. Sylvain Vachon, président de la Fédération régionale d'Abitibi-Témiscamingue. Vous avez vanté la performance des producteurs du Québec qui ont participé à la croissance, c'est-à-dire la croissance du Québec, c'est-à-dire par le fait même la croissance du Canada. J'espère que je serai capable d'en dire autant de vos programmes de sécurité du revenu. En Abitibi-Témiscamingue, on a vécu l'une des pires années en production de grains en 2014. Et pourtant, les 3 programmes dans lesquels sont impliqués le gouvernement ne semblent pas être en mesure de pallier aux lourdes pertes vécues par les producteurs de ma région. D'un côté, les contraintes dans l'établissement du rendement assurable pour une région comme la nôtre diminuent grandement l'efficacité du programme d'assurance récolte, d'un. De l'autre, les coupures que vous avez faites au programme Agri-Stabilité rendent caduc ce 2e filet de sécurité, alors que le 3e filet, Agri-Relance, a des exigences inatteignables qui ne répondent pas à la réalité des producteurs de la région pour répondre justement à une catastrophe comme celle-là. À court terme, M. Gourde, qu'est-ce que votre gouvernement peut faire pour sortir les producteurs de cette impasse? Et j'irais dire, une sous-question, à moyen terme, est-ce que votre gouvernement pourrait ne pas attendre, justement, vous l'avez fait allusion tantôt, l'évaluation de mi-parcours de Cultivons l'avenir 2 et de rétablir les marges de référence, les niveaux de couverture pour que le programme Agri-Stabilité réponde réellement aux désastres que les producteurs subissent? Merci de votre question. Quand on travaille avec la nature, il arrive de ce genre d'événements-là. Moi aussi, j'ai été producteur de grains, puis j'ai vu des années des champs complètement à terre. On avait l'assurance récolte au Québec qui compensait une bonne partie. Cette partie-là, moi, je ne peux pas en commenter parce que c'est provincial. C'est sûr, de la façon que vous l'apportez, il y a certaines petites lacunes, donc ça vaut la peine d'être réévalué. Parce que quand un producteur perd sa récolte ou perd ses revenus, ou des revenus négatifs pendant 1 ou 2 ans à cause du climat, c'est vraiment très stressant. Et des fois, malheureusement, il y a des fermes qui doivent être vendues à cause de ça. C'est inadmissible. Ce que j'entends de votre part, c'est que vous vous engagez à avoir l'oreille attentive et à poser les gestes, justement, pour répondre aux problématiques qui sont hors de contrôle des producteurs de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est ce que j'ai entendu. Et, hors de contrôle de l'ensemble des producteurs, il n'y a pas seulement qu'en Abitibi que ça peut arriver. Merci. Alors, merci, Jacques. Ah, pardon, M. Roy, je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Micro numéro 4. Fait exprès, hein? Non. Normand Roy, président de l'Association des aquaculteurs. 2 sujets dont je voudrais vous parler, M. Gourde. C'est au niveau de notre statut, au niveau de producteurs agricoles, au niveau fédéral. Au niveau provincial, on est reconnu comme des producteurs agricoles, dont je suis fier. Mais, par contre, au niveau fédéral, on est reconnu comme des pêcheurs. Et moi, j'aimerais mieux, au lieu d'être pêcheur ou pêcheur, j'aimerais mieux être producteur agricole au niveau fédéral. C'est une demande qu'on vous avait adressée, on n'a pas eu de suite. Puis l'autre point, c'est au niveau de la réglementation fédérale concernant la quantité de phosphore que les compagnies de moulées sont obligées de mettre dans notre moulée pour la nourriture de nos poissons. C'est que la réglementation oblige
les fabricants de mettre 1 % de phosphore dans l'alimentation, alors qu'on sait que le poisson a un besoin d'à peu près 0,7 %. Fait qu'au niveau de rendement environnemental, on pourrait diminuer nos rejets de 30 %. Ce serait très, très important que votre gouvernement fasse ce changement-là le plus rapidement possible, parce que, comme vous le savez, au Québec, c'est beaucoup plus sévère au niveau de l'environnement que dans les autres provinces au niveau de notre production. Il y a un manque d'équité. Fait que merci de votre écoute. Vous êtes sans doute plus spécialiste que moi dans votre production. Je vais prendre acte de ce que vous m'avez demandé. Au niveau du statut, je pense qu'il y a moyen de travailler. Pour le reste, je ne peux pas vous répondre. Je ne connais absolument rien en pisciculture, mais je suis certain que M. Groslot va m'envoyer cette information. Oui, parce qu'on a fait, lors des tables de travail, j'ai fait cette remarque-là, puis je compte bien donner un suivi à cette demande-là. Merci. Merci. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je vous remercie, M. Gourde, d'être venu, parce que, nonobstant le fait que vous n'êtes pas actuellement en charge d'un ministère ou du ministère d'État à l'agriculture, le fait que vous soyez ici nous permet, nous, les producteurs, de soulever nos questions, nos inquiétudes, puis je suis sûr qu'elles vont être relayées aux porteurs de chacun de ces dossiers-là. J'insisterai sur la sécurité du revenu, le renouvellement de Cultivons l'avenir 2, le fédéral et les provinces, parce que lorsque le fédéral coupe, les provinces contribuent moins, parce que c'est des programmes 60-40, 60 fédéral, 40 provincial, ont entraîné des coupures à l'échelle canadienne de 267 millions de dollars. Si, comme vous le dites, on veut se dépasser sur les marchés, il faut assurément avoir des outils en tant que producteur canadien comparables à ce que nos compétiteurs, notamment les Américains et les Européens, ont comme soutien. Donc, c'est important, dans le cadre de la révision de Cultivons l'avenir 2, qu'on établisse des comparables pour s'assurer que notre soutien est comparable. Et ici, on ne parle pas toujours d'un soutien des prix, hein, on parle d'un soutien dans la gestion des risques. C'est ça qui est important de comprendre. Parce que vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, les risques en agriculture sont hors du contrôle du producteur. Le deuxième élément, c'est sur la recherche. Il y a eu plusieurs coupures dans la recherche, puis on a concentré la recherche en partenariat avec l'industrie privée à travers différents programmes. C'est sûr que cet élément-là donne à nos grandes entreprises des moyens de faire plus de recherche, mais ces grandes entreprises-là ne vont pas nécessairement développer des cultivars qui sont adaptés à des régions nordiques, qui ont besoin d'avoir, eux aussi, de la recherche appliquée aux conditions dans lesquelles les producteurs travaillent. Donc ça, c'était un des points qui était fort de la recherche financée par le fédéral dans les régions. Et le centre de Normandin et d'autres centres au Canada ont subi des coupures. Et ça limite la capacité du Canada de faire progresser son agriculture. Donc ça, il faut vraiment trouver une solution à cela. Et pour les compensations sur les fromages, bien, comme Bruno Le Tendre l'a si bien dit, là, je pense qu'il n'y a pas un si devant les pertes. Il y a des pertes à prévoir et il faut que les compensations soient... Monsieur Harper avait été à Bruxelles lorsqu'il avait fait l'entente de principe avec le président de la Commission européenne. Puis là-bas à Bruxelles, il avait annoncé haut et clairement qu'il y aurait des compensations. Il n'y avait pas de si à ce moment-là. Alors, je ne sais pas à quel moment le si est apparu, là, mais la première fois, moi, j'ai entendu parler M. Harper, il n'y avait pas de si devant son énoncé. Alors, on compte sur vous, M. Gourde, puis moi, je tiendrais à vous remercier, comme je l'ai fait, de votre présence, de votre audace, parce que, vous savez, on est tous ici dans la salle, on est des producteurs agricoles. On n'est pas beaucoup à se présenter aux élections provinciales, municipales, pas mal. On y va pas mal. Provinciales, un peu moins, puis fédérales, pas beaucoup. Alors, d'avoir un représentant du secteur agricole talonné par un gars comme Denis Dion, Mario Gagné. Alors, je nomme des gens à qui je donne des responsabilités, là.
je veux dire, ça fait quand même une voix pour l'agriculture à ce niveau-là. Et je pense qu'il ne faut pas la négliger et il faut la reconnaître. Alors, pour ça, M. Gourde, je vous offre un livre sur les paysages du Québec. Ça s'appelle « Les granges du Québec », alors qui retrace un peu l'histoire de l'architecture et de l'évolution du terroir et du paysage québécois. Alors, merci beaucoup.